international, ça réveille un intérêt particulier des forces progressistes de gauche, non seulement à l'intérieur de nos frontières, mais à l'extérieur aussi, et vous en êtes la preuve, donc je vous remercie profondément. J'ai la chance d'être entouré de deux spécialistes, donc ils me corrigeront si en cas d'erreur. Bon, je vais essayer d'être assez bref. Vous pourriez poser des questions après, comme ça ça sera un peu plus interactif. Je pense que c'est une bonne possibilité. Donc, pour commencer, c'est intéressant quand on se penche sur le Venezuela d'aujourd'hui, de comprendre le Venezuela d'il y a 10 ans, comme un de vous le faisait remarquer, et de savoir qu'est-ce qu'était le Venezuela sans Chavez, qu'est-ce qu'était le Venezuela pendant Chavez, et maintenant où on en est le Venezuela et la révolution bolivarienne. Donc, tout d'abord, moi je ne vais pas faire trop m'éterniser sur l'aspect historique. Vous savez, vous avez été assez bien informé, je vais plutôt toucher l'aspect contemporain. Notre inspiration de la révolution bolivarienne, et comme son nom l'indique, est de Bolivar, donc d'une intégration des nations américaines, d'une réelle union des peuples de l'Amérique. Et donc je vais reprendre plus de 58, depuis la fin de Pérez Jiménez, la dictature de Pérez Jiménez, et l'instauration à Washington du pacte de Punto Fijo. Donc là, le Venezuela se trouve divisé sur une pseudo-démocratie où deux partis, donc, à savoir le parti démocrate chrétien et la social-démocratie, se partagent le pouvoir. Cette étape s'insère évidemment dans un contexte régional où la plupart des gouvernements de la région étaient similaires. Donc il y avait vraiment une pression énorme des puissances internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Les gouvernements qui se sont succédés d'un parti et de l'autre ont, pour vous faire bref, ont ruiné le pays avec des politiques néolibérales de privatisation extrêmement fortes. Ce qui nous a amené à des taux de pauvreté que nous connaissons et nous en subissons les conséquences même de nos jours en Amérique latine, ce qui la rend la région la plus inégalitaire au monde. Ça c'est quelque chose à avoir toujours en tête pour savoir où est-ce qu'on se place, dans quel contexte on se trouve. Il y a donc l'aboutissement et l'explosion de ces politiques néolibérales, et en 1989, ce qu'on a appelé le Caracas, donc des révoltes populaires partout dans le Venezuela, précisément à Guarenas et à Caracas, donc une ville qui est à près une quarantaine de kilomètres de Caracas, mais pareil dans l'intérieur du pays. Donc ces révoltes contre les pratiques du gouvernement de l'époque qui avait des politiques inflationnaires de plus de 300% du prix du transport. Ici, ça vous êtes un exemple de la gratuité des transports publics, donc c'est vraiment diamétralement opposé où on se situait en 89. Ça a été extrêmement fort de la répression de la part de l'armée, dont on ne connaît pas exactement les chiffres précis de la quantité de morts. On sait que ça va grosso modo entre 2000 morts à peu près. En 92, parallèlement évidemment, se construit Chavez, qui était militaire à l'époque, qui a refusé de participer à la répression militaire armée contre le peuple. Il rappelait souvent la devise de Bolivar qui disait « Maudit soit le soldat qui tourne son arme envers son peuple ». Il l'a répété beaucoup de fois parce que c'était vraiment indignant la situation du pays. Ce coup d'État échoue, donc le 4 février 1992, et Chavez part donc en prison, et il est libéré 2 ans après par le gouvernement de Caldera. Il fait campagne, il a créé le mouvement bolivarien 200 au sein de l'armée. Ce mouvement prend les voies démocratiques et donc fait campagne de plus en plus de façon croissante. Et il s'est positionné vraiment à cette époque comme
le seul personnage politique capable de répondre à une situation de crise que vivait le pays. Quand tous les autres gouvernements pensaient avoir la solution de la bonne pensée, de la pensée unique, ce qu'on pourrait assimiler peut-être à des énarques, des personnes qui ont fait beaucoup d'études, qui sont extrêmement bien préparées à l'étranger et qui ont une solution à tout. Chavez, justement, porte le mouvement populaire contestataire qui réclame un pouvoir populaire, qui réclame une nouvelle république, donc, le passage à la 5e République, donc il en fait son drapeau pour l'élection de 98. Sa principale proposition, donc il y a une réforme, il remporte les élections avec 56% des voix en 98, et il y a aussitôt une réforme constitutionnelle qui s'engage, un processus constituant. À l'issue de ce processus, il y a la 5e République, et pour vous situer un peu le compte, bon, après il y a les 14 ans évidemment qui se sont produits, le processus bolivarien. Ce contexte, il est quand même assez important de savoir que Chavez n'est pas arrivé comme un illuminé, sinon il a été amené au pouvoir, porté par un mouvement populaire, porté par le mouvement bolivarien, qui s'opposait justement aux pratiques de la 4e République et aux pratiques du bipartidisme, une indignation totale envers la corruption, une réforme réelle du système démocratique, une réelle démocratie qui s'applique par le pouvoir populaire. Donc, il en fait son drapeau, et le contexte du Venezuela pendant ces 14 dernières années n'a jamais été très calme. Nous le savons tous, il y a eu, quand j'entendais une des questions qui portait sur la droite et sur les forces de droite, et un peu étonné sur le résultat. Moi, je ne me pencherai pas trop sur les chiffres, mais la réaction de la droite a été la même. Il faut se rappeler qu'en 2002, le 11 avril, le 11, 12 et 13, il y a eu un coup d'État au Venezuela. Bon, Maurice, il pourra vous en parler plus, il était sur place pour couvrir les événements du Puente Yagún. Mais, je pense qu'on a gagné extrêmement de place au niveau politique. On a récupéré des espaces qu'on a donnés à la participation citoyenne. Mais le contexte a fait que, bon, malheureusement, la maladie du président Chavez ne l'a pas permis de finir son mandat, lequel il avait remporté évidemment avec plus de 10% de marge, le 7 octobre. Et donc une conjoncture extrêmement difficile, donc des élections des élections anticipées, une campagne extrêmement courte, et un résultat, évidemment, on pouvait s'attendre peut-être pas aussi serré. Mais sans rentrer dans le détail des chiffres, ça a été la même victoire qu'a eu Mitterrand en 81, celle de Nicolas Maduro sur Capriles. Et il faut savoir aussi que Capriles, c'est le seul candidat de l'histoire qui a été, bon, je pense, qui a été battu 2 fois dans des élections présidentielles en moins de 6 mois. Donc, ce qui montre que, évidemment, le Venezuela, même si la conjoncture et le contexte est extrêmement difficile pour le gouvernement, il y a cette volonté de perpétuer la révolution bolivarienne, de l'approfondir, et le plan de la patrie, le plan pour lequel la majorité des Vénézuéliens ont voté le 7 octobre, s'appliquera avec tous les mécanismes qui sont inscrits dans la Constitution, à savoir on n'est pas à l'abri d'un référendum, on n'est pas dans tous les niveaux, hein, n'importe quel poste d'élection, pour les élus, peut être soumis à un référendum révocatoire à mi-mandat. Donc c'est une réalité des progrès dans le démocratique extrêmement pertinent qu'on a réussi à faire, qu'on travaille, qu'on continue à faire. Mais la base du processus de la révolution bolivarienne, qui est la transformation sociale par la participation politique, elle est tout aussi vive qu'en 1998, qu'en 2002, et que là maintenant, le 7 octobre et le 14 avril.